Donc bonjour Lydie Renaud-Dewaere qui a accepté pour cette première de faire un entretien en vrai. C'était important pour nous que ce soit en vrai. La bourse ne pouvant malheureusement pas encore ouvrir, je me suis dit, on a proposé en discutant ensemble que ce serait intéressant de discuter avec une artiste femme en l'occurrence, qu'on a déjà exposée dans nos lieux à Venise, et vous faisiez partie de l'exposition Dancing with Myself avec une œuvre qui s'appelle I'm Intact and I Don't Care, et une autre œuvre même titre, l'une dans l'exposition de Pierre Huyghe au Centre Pompidou, l'autre dans l'atelier Brancusi. Et à la suite de cette exposition et du coup, à l'intérieur de cette exposition, vous avez réalisé une autre œuvre de 2018, du coup, I Want All the Above to Be the Sun, entre parenthèses, Dancing with Myself. Donc, c'est quelque chose que vous faites de manière récurrente. J'ai eu la chance de vous voir au Japon, où vous avez également fait un film dans le cadre de l'exposition, où l'exposition devient comme un support pour un autre projet et change le rapport au temps, à mon sens, puisque du coup, il y a une ponctuation, une mémoire, etc. Et pour le public, dans ce cadre-là, vous dansez nu à l'intérieur des lieux, peintes de différentes couleurs, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Donc peut-être vous pouvez dire dans le cadre, déjà pour commencer, puis après on parlera peut-être de manière transversale, la couleur du corps choisi, enfin comment vous choisissez l'exposition pour le cadre de Pierre Huyghe et de Brancusi, parce que là c'est monographique, vous n'êtes pas à l'intérieur. Alors, c'est un système, mais qui a beaucoup d'exceptions, en tout cas qui essaye de ne pas être systématique. Donc, pour un peu le décrire simplement, je choisis de danser dans les expositions où je suis invitée à montrer mon travail. Ce qui crée aussi un peu une sorte de décalage, c'est-à-dire qu'en général, quand je danse dans une exposition, le film n'y sera pas montré dans cette exposition. Et je danse dans différentes situations aussi. Ça peut être dans l'exposition achevée, ça peut être dans l'exposition en train d'être installée, ou ça peut être, c'était le cas à la Biennale de Venise, par exemple, dans l'exposition d'Oku Vesor. En fait, j'ai dansé tout à la fin, quand il n'y a plus d'œuvre. Donc là, on voit des caisses, on voit encore des cartels, on voit des traces aussi de certaines choses qui avaient été construites pour l'exposition. On peut voir ça comme un champ de ruines, on peut voir ça... Voilà. Et donc, en fait, ces cycles, ça crée des sortes de cycles. Ça crée aussi... Alors, il m'arrive très rarement, mais dans l'expo de Pierre Huyghe, dont Pierre Huyghe était commissaire à Okayama il y a 2 ans, j'ai en effet montré le film tourné dans l'exposition, mais parce que là, c'était aussi une expo très particulière qui proliférait un peu dans toute la ville, qui avait une nature... Les œuvres avaient une nature assez fluide, en fait. Donc, ça m'intéressait de le faire. C'était aussi Pierre qui souhaitait absolument que ce film soit fait. D'ailleurs, à un moment, je pense que Pierre... Alors après, il y a aussi la question où sont montrés les films, comment ils sont montrés. Là, je pense que Pierre aurait aimé que l'œuvre puisse être montrée vraiment dans la ville. Et la nudité n'étant pas forcément une chose qui peut s'exposer de manière aussi publique, ça n'a pas été possible. Et donc, en fait, ce que j'essaye de faire avec ça, et c'est aussi pour ça que le corps est nu, je pense, en quelque sorte, c'est de créer une sorte de journal de mes expositions ou des expositions auxquelles je participe. Donc, des fois, d'ailleurs, ça peut être des expos solo, mais il y a beaucoup d'expos de groupe, donc on voit les œuvres d'autres artistes. Et on voit, à mon avis, j'ai commencé ce cycle il y a 8-9 ans maintenant, presque 10 ans, si je peux le continuer, ce qui est mon intention, aussi longtemps que possible, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on va m'inviter à faire des expositions. Donc tout ça, c'est très fragile en fait. J'imagine que ça donnera aussi ça produira une sorte de document sur les expositions d'une période donnée. Et je montre aussi des choses de ces lieux que le public ne voit pas nécessairement. Ça m'arrive de danser dans les bureaux des institutions, à côté des photocopieuses, dans les storage, etc. Donc il y a aussi montrer certaines choses qui ne sont pas forcément visibles, mais ça c'est une préoccupation que j'ai, c'est-à-dire de montrer les conditions matérielles qui permettent aux œuvres et aux expositions d'exister, de manière un peu sociologique en fait. J'essaye pas de révéler tout ce que vous n'avez jamais vu, mais j'essaye par contre de montrer comment le processus de production, non seulement de mon travail, puisque là on montre aussi une sorte de carrière en fait d'un artiste, d'une artiste, où je montre ça, mais aussi le processus de production des œuvres, comment on les voit, pourquoi on les voit, etc. Maintenant, là, en ce moment, les expositions, on ne peut pas les visiter.
Donc je ne sais pas ce que ça pourrait produire que j'y danse, parce qu'évidemment j'y danse quand il n'y a pas de public. Et je dis toujours que c'est comme si les gens avaient été en retard pour ma performance, en quelque sorte, comme si le public n'avait pas été là au bon moment, mais je lui montre quand même ce document. Et puis, elles sont souvent montrées, donc réalisées après, donc montrées dans une autre exposition comme un temps différent. Mais alors, je reviens sur la chose, mais pour moi, il y a une différence entre une expo solo comme celle de Pierre Huyghe dans laquelle tu n'étais pas, par rapport à, je prends l'exemple de Dancing with Myself puisque c'était à Venise, tu étais inclus dans l'exposition, c'était de la vidéo de Pierre Huyghe et de l'atelier Brancusi qui était montrée, mais ça c'est deux cas d'une institution assez grande, disons, dans lequel c'est comme si tu t'insérais, et le fait que ce soit un corps nu, c'est pas pour rien que c'est ça. Non, c'est pas décoratif. Un corps nu de femme, parfois tu te peins en rouge, parfois en noir, comment il y a cette décision de couleur. Bon, tu as fait beaucoup de choses avec la danse, mais je ne peux pas m'empêcher non plus de poser la question entre guillemets coloniale de beaucoup de femmes qui n'étaient vues que comme ça, ou qui n'ont pu s'en sortir que par la danse. Et qu'est-ce que c'est qu'un trésor d'un musée et comment c'est gagné? Je ne peux pas m'empêcher d'y penser dans ce cas-là. Bien sûr. Alors, juste pour revenir sur un petit détail qui n'est peut-être pas très intéressant, la vidéo dans l'exposition de Pierre Huyghe et celle dans l'atelier Brancusi, en effet, là, ce ne sont pas des expositions dans lesquelles moi j'apparais ou dont mon travail apparaît, mais c'était lié à une relation de travail que j'avais à ce moment-là avec le Centre Pompidou, puisque je préparais une conférence dans le cadre du prospectif cinéma, donc comme quoi c'est pas du cinéma, mais bon. Et donc j'avais monté un peu cette relation de travail avec eux, aussi à l'occasion de deux œuvres qui rentraient dans leur collection, en fait. Et dans cette conférence, j'y viens parce que c'est assez important, je parlais justement de ma relation à une danseuse dont je me suis beaucoup inspirée, qui est Joséphine Baker. Donc au tout début de ce travail, il y a deux modèles pour moi, qui sont Cosi Fanni Tutti, qui est aussi une performeuse musicienne. Donc je me suis appuyée sur des images de ses performances que je reprends les poses de Cosi. Je n'ai pas choisi toute la série d'images qu'elle produit dans le domaine plus pornographique, mais peut-être que je le ferai un jour. Et je me suis aussi appuyée donc, sur les chorégraphies et surtout les films en fait, dans lesquels Baker a joué. Et au moment du prospectif cinéma, dans cette conférence, j'annonce ma séparation d'avec Joséphine Baker. Alors pourquoi je fais ça à ce moment-là? C'est vrai que j'ai travaillé un peu autour de ces chorégraphies, de ces mouvements, que j'essayais d'étudier aussi de manière assez, je dirais pas scientifique, parce que j'ai un rapport même à la danse que j'ai beaucoup pratiqué, qui est quand même pas très professionnel non plus. Mais j'essayais de découper les mouvements de Baker pour les comprendre, pour les analyser, et justement pour sortir de la représentation disons, stéréotypée, exoticisante et raciste, donc de la danseuse avec la ceinture de banane, etc. Donc de comprendre comment elle invente un langage qui lui est propre, à la fois pour la scène, et aussi, ce qui m'intéressait, c'est que finalement, elle échappe au champ un peu canonique de l'art. Elle est dans le domaine du cabaret, du divertissement, et c'est un personnage intéressant aussi parce que c'est une activiste, et aussi qui m'intéressait beaucoup par rapport à Baker, c'est, même si ce n'est pas du tout en lien avec sa danse, c'est son rapport à la maternité, puisqu'elle n'a pas eu d'enfants, mais elle a adopté beaucoup d'enfants, et son rapport à la domesticité, puisqu'elle a été propriétaire. D'abord, Adolphe Loos lui a imaginé pour elle une maison, qui est très emblématique de son rapport et son regard sur Baker, puisque cette maison est une sorte de scène, en fait. L'inconscient de Loos, à mon avis, travaille très fort. Et donc, il construit une maison au centre de laquelle il y a une piscine avec des parois transparentes. Et les visiteurs de la maison peuvent voir Baker nager. Donc, c'est totalement... Non, mais voilà. Et elle est enfermée à l'intérieur de cet espace qui, en plus, est une maison en marbre noir et blanc. Enfin bon, elle n'a jamais fait construire. Je pense qu'elle a compris qu'elle allait être emprisonnée comme symbole sexuel et sexué et sexualisé. Au cage à Amsterdam. Totalement, exactement. Et, mais donc, elle a acheté un petit château dans le sud de la France, pas très joli, et elle a eu des problèmes à un moment donné financiers qui ont fait qu'elle a dû quitter son château. Elle a été expulsée de son château. Donc, toutes ces histoires, en fait, moi, m'ont beaucoup intéressée, et aussi comment elle utilise la danse
comme un moyen financier, donc pour subvenir aux besoins de sa famille, à son château. Enfin, elle est prise dans des difficultés économiques que je trouvais évidemment terribles pour elle, mais très intéressantes aussi. Et elle utilise d'ailleurs à ce moment-là, quand elle perd la possession de son château, je crois que c'est un peu avant, elle fait un spectacle où elle se remet en scène, donc là elle est beaucoup plus âgée, et elle reprend toutes ses chorégraphies, comme une sorte de medley ou de compilation des choses emblématiques qu'elle a fait dans sa carrière, mais en tant que femme âgée, sur scène. Donc ça, je trouve ça aussi vraiment fascinant. Donc c'est toutes ces choses, en fait, chez Baker qui m'ont beaucoup intéressée. Et évidemment, j'ai utilisé au départ, toutes ces vidéos étaient en noir et blanc. Donc mon corps était peint d'une couleur très sombre, on ne sait pas si c'est noir ou si c'est autre chose, mais évidemment, il apparaît noir. Et le moment où je fais le prospectif cinéma, c'est évidemment un moment où le poids de toute cette symbolique, de toutes ces connotations, de toute cette racialisation en fait, du corps de Baker devient évidemment beaucoup trop difficile pour moi à endosser. Et donc je passe à des vidéos couleurs dans lesquelles mon corps est peint en rouge, en argent. Et les choix des couleurs, c'est un petit peu complexe parce que, par exemple, la série que j'amorce au moment de la Biennale d'Okui en 2015, mon corps est en rouge et je mène à ce moment-là tout un travail sur la question de l'épidémie de sida, d'un point de vue personnel, d'abord avec un texte où je raconte mon rapport à ça, mon histoire avec le sida, parce que le sida m'a fait. Et Elisabeth Lebovici. Je produis aussi un opéra qui met en scène la querelle entre Guillaume Dustan et Act Up, qui m'a aussi beaucoup marquée. Et donc, je produis ces vidéos comme je le fais toujours, c'est-à-dire elles accompagnent la production de cette œuvre. C'est toujours en parallèle. Je développe des œuvres qui peuvent être des films avec des acteurs, des actrices, qui peuvent être des installations sculpturales. Mais il y a toujours ce travail des vidéos qui se prolonge à côté. Et mon corps est rouge, évidemment, comme une référence au sang, à la maladie, à la circulation aussi. Mais en même temps, dire que le rouge, c'est le sang, les symboliques des couleurs, c'est très compliqué. Parce qu'il y a le rouge révolutionnaire, le rouge chrétien, il y a le rouge... Oui, et selon les cultures, l'interprétation des couleurs diffère, etc. Ensuite, le corps argent, c'est un moment où j'initie aussi tout un travail sur le manifeste cyborg de Donna Haraway. Voilà, mais en fait, ces choix de couleurs, la couleur, c'est très arbitraire d'une certaine façon. Mais peut-être beaucoup moins toute la période où j'investigue l'histoire de Joséphine Baker. Et ce que je voulais préciser aussi par rapport à la nudité, c'est vrai aussi que ça, c'est quelque chose peut-être qui m'a échappé. Moi, j'ai voulu mettre en scène mon corps nu, pas du tout en pensant à cette exoticisation ou cette fétichisation en fait, du corps racisé, mais vraiment comme une forme d'accès à une certaine vulnérabilité et de dimension que j'estimais à ce moment-là très intéressante entre le public, le privé, c'est-à-dire les musées sont des lieux publics, mais en même temps, quand j'y danse, ils sont fermés au public. J'ai ce privilège d'y avoir accès d'une certaine manière, et j'y suis nue. Et donc pour moi, c'était une manière aussi de questionner ces espaces privés, qu'est-ce que l'artiste montre. Et la question du sida a aussi beaucoup investigué ça, c'est-à-dire tout d'un coup, les questions intimes de sexualité deviennent des enjeux publics. Et comment les personnes qui se sont mobilisées ont utilisé beaucoup cette question-là. Ça m'a intéressée. Donc toutes ces choses sont un peu gravitent autour de ça en tout cas. Et aussi le corps comme seul outil qui nous reste, même, ou qu'on a éventuellement. Tu pars sur des figures, des femmes archi-radicales qui n'avaient que leur corps. Mais on assiste aussi en ce moment à tout ce qui sont... MeToo, l'inceste, c'est des corps drôlement marqués. Et dans tes vidéos, dans ces lieux un peu, entre guillemets, protégés ou un peu vides, qu'on associe plutôt à une protection, disons, il s'agit de garder des œuvres, pas de les détruire. C'est comme une sorte de violence de corps. Et la couleur me paraît aussi évidemment un grand choc, très culotté aussi par rapport à comment une femme peut oser parler de son propre corps. C'est pas une petite histoire ni. Alors c'est vrai que je pense il faut aussi voir une chose, c'est que les artistes produisent des œuvres avec des intentions, des idées assez claires. Et ce que je trouve intéressant avec ce projet, pour moi en tout cas,
c'est que ces intentions et ces idées relativement claires, mais pas tout à fait, sont mises à l'épreuve du temps et des changements politiques, sociaux, des événements. Donc je suis moi-même aussi contrainte, et je le fais volontiers, à réexaminer mon propre travail et le remettre en jeu. Et à un titre plus intime, mon corps aussi change. Non, mais c'est une réalité. Forcément, oui. Je ne fais pas beaucoup d'exercices, d'ailleurs, je dois le dire. Non, mais donc tout ça, c'est important, c'est-à-dire comment mettre aussi une intuition artistique peut-être à l'épreuve du temps et à l'épreuve de questions politiques qui nous animent tous et toutes beaucoup en ce moment, je pense. Et une des premières intuitions pour moi, c'était aussi qu'est-ce qui n'entre pas dans le musée, qu'est-ce qui n'entre pas dans le cube blanc. Donc, je souhaitais aussi que ces premiers films et ce corps de ces vidéos qui sont en noir et blanc, donc il y a aussi une autre matérialité que quand je suis passée à la couleur. Tout d'un coup, il y a un réalisme et une confrontation qui est très différente, je pense. Mais c'était aussi ce contraste, en fait, tout simplement, de ce corps, cette espèce d'ombre, c'est une silhouette, en fait, qui se promène dans ces espaces qui sont quand même, la plupart du temps, blancs. Les murs sont blancs, le sol est gris clair, et donc c'est le code de présentation des œuvres d'art, la plupart du temps, en tout cas dans notre espace contemporain, on va dire. Et quand je dis qu'est-ce qui ne rentre pas, c'est aussi d'autres choses, c'est-à-dire le mouvement ne rentre pas beaucoup, en tout cas on voit des œuvres qui sont accrochées, et leur mouvement il est interne, il est ailleurs, il est intellectuel, mais donc c'était aussi toutes ces choses, et même peut-être l'idée aussi de salir à un moment donné, c'est-à-dire de venir perturber ces espaces qui sont extrêmement propres, qui sont extrêmement hygiénisés. Et tu parlais aussi qui sont très protégés. On est dans un espace très protégé. On a utilisé des badges pour pénétrer dans beaucoup d'espaces. Et on n'a pas de masque. C'est une chambre forte ou chambre froide, je ne sais pas. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose, en tout cas, que je voulais expérimenter. À quel endroit je peux faire ça? Comment je peux le faire? Alors évidemment, il y a une autre question qui est très importante, c'est que j'ai le privilège de pouvoir, malgré tout, je rentre. C'est-à-dire, je montre ce qui ne rentre pas, mais moi, je suis quand même là parce que quelqu'un m'a ouvert, parce que quelqu'un m'a accueilli, parce qu'une commissaire, une chargée de collection, une directrice de musée m'a dit « oui, tu peux venir danser ». Ce qui implique aussi, après, encore une fois, sur ces conditions... Tu n'as cité qu'une, tu n'as pas donné tu viens de citer qu'une, enfin, oui, je féminise tout. Je féminise puisque, bon, on a le droit de changer de paradigme un peu. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'idée aussi de... évidemment, c'est une mise en scène quand même. C'est-à-dire, c'est une mise en scène qui veut convoquer cette idée de qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cet endroit, qu'est-ce que le musée exclut et qu'est-ce qu'on a l'habitude, on a pris pour habitude d'exclure d'une certaine manière. C'est un peu générique, mais enfin, de mon point de vue, tout art est forcément politique, même s'il n'est pas didactique ou s'il n'est pas uniquement... Enfin, il y a une différence entre militantisme et art, pour moi. Et je trouve ça extrêmement important, et c'est le cas. Une œuvre change de vie avec le temps qui passe. Enfin, c'est pas du tout... Il n'y a pas une définition statique, il n'y a pas un sens statique. Et heureusement, et c'est là où il y a la place pour l'autre, le public en général. En tant que commissaire, tu ne peux pas t'empêcher de te poser la question, quel genre d'exposition peut faire sens par rapport à une actualité dont on ne peut pas se défaire, ou dont on ne peut pas ne pas être conscient. Et même si c'est pas direct, tu cites Donna Hathaway, je te parlais de Vinciane Després, enfin, pas mal de femmes en ce moment aussi, mais qui poussent, qui essayent de penser un espèce de rapport à l'incertitude. Beaucoup de choses sont autour de l'incertitude, et nous sommes dans une grande incertitude. Dans quel sens ce dehors-dedans te nourrit, en un sens et tu parles de dehors-dedans dans chacune de tes vidéos, dans les lieux, en fait. Oui, c'est vrai. Alors peut-être dans ce travail-là, je dirais que beaucoup des choses que je convoque sont mises à l'épreuve, voire contredites, ou voire rendues, ou prennent une autre signification, donc dans le fait de aussi prolonger ce projet. Même la question de la nudité, finalement, est une sorte de privilège aussi, c'est-à-dire pour une femme de pouvoir montrer son corps nu. Je vois pas ça, moi, comme une sorte de conquête, enfin, d'un droit que j'aurais conquis à montrer mon corps nu. Et d'ailleurs, au départ, je me suis aussi un peu amusée, finalement, de ce stéréotype de la femme artiste, performeuse, qui utilise son corps nu. Mais je pense que peut-être aussi les questions, disons,
plus directement vraiment d'actualité, ou pas que d'actualité, mais les questions politiques qui nous animent aujourd'hui, j'arrive mieux... Enfin, quand je les adresse plus directement, c'est pas vraiment avec ces films-là. Ça va être avec d'autres choses dans mon travail, comme la manière dont j'ai développé l'opéra, par exemple. Alors, ce n'était pas une question politique contemporaine, c'était au contraire revenir sur le passé, de cette querelle qu'il y avait eu entre Guillaume Dustan et ACT UP sur la question de que peut dire un artiste, puisque Dustan décrivait dans ses livres des rapports non protégés, pour le simplifier beaucoup. Et ACT UP lui a reproché de finalement faire un peu l'apologie de comportements à risque. Et au fond, même d'une sorte de pensée un peu néolibérale ou ultralibérale du risque, de l'autre et de la protection. Donc, et là, j'écris un opéra, j'écris des textes, je fais chanter ces textes, mais je les accompagne encore de ces vidéos. Donc il y a toujours cette chose en parallèle. En ce moment, je développe un film, et là, c'est avec aussi des étudiants, et on forme un groupe. D'ailleurs, on va co-signer ce projet, donc ça ne sera pas un film de Lili Reynaud-Dewar, mais de Grupo Petrolio, où on pose des questions qui sont plus liées à le rôle de l'industrie, sur l'environnement, on va dire. Alors là, ça semble un peu cucu comme ça, mais ça met en scène des groupes de jeunes terroristes qui viennent attaquer un certain nombre d'emblèmes du capitalisme écocide. Donc ça parle aussi des œuvres militantes que produisent les gens aujourd'hui, même de ce qu'on appelle l'activisme performatif, qui est très critiqué. Et là, à travers ces œuvres-là, évidemment, j'arrive à être beaucoup plus directe, mais toujours en parallèle, il y a ces vidéos. Et je pense que pour moi, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où ça ne parle pas, c'est des films silencieux, c'est des mouvements de danse, mais évidemment, ces mouvements de danse et ces films silencieux sont dans des environnements qui sont les expositions de maintenant, enfin en tout cas du moment où je les fais. Donc là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont racontées, mais peut-être à travers d'autres discours aussi, le discours des artistes, le discours des commissaires qui ont assemblé ces œuvres, la logique aussi des musées, puisque je montre beaucoup comment on y accède, je montre enfin plein de choses qui aussi soit mettent à distance le public, l'empêchent de pénétrer dans tel et tel endroit, les fléchages, toute la dimension aussi didactique de l'exposition. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, ça m'en amène deux. C'est bien. Je pense à Félix González Torres et les fameuses affiches avec les deux têtes d'oreiller et le rapport à l'intime, comment l'intime transformé de statut devient politique, et c'est une chose après coup. C'est pas ça devient politique parce que c'était une chose complètement non autorisée, enfin qui n'existait pas, je ne vais pas dire non autorisée, mais que personne n'osait faire. Et sur l'urgence de l'intime, puisque c'est dans l'intime qu'il y a la maladie, enfin en particulier, là c'est pour le sida et en particulier aux États-Unis, il y a eu pendant longtemps un temps de non, de pas reconnaître et après déni. Déni, et ensuite la diabolisation. Donc je pense à lui, à cette importance de savoir passer intime et public, je ne sais pas comment dire. Et puis à la question d'un travail de groupe. Alors là, c'est un autre champ super intéressant, parce qu'on passe de l'individu au groupe. Et la question de la pandémie pose aussi la question de la responsabilité vis-à-vis du groupe, pas uniquement vis-à-vis de soi-même. Donc peut-être, comment tu as constitué ton groupe et avec qui tu as travaillé et c'est pas le premier groupe que tu as constitué. Si c'est devenu comme une nécessité, je ne vais pas dire le mot urgence à chaque fois, mais nécessité, disons, de travailler ensemble. La fameuse exposition de Dominique González Foster, Pierre Huyghe et Philippe Parreno, il n'y avait plus d'identité d'artiste. Et l'expo de Pierre au Japon qui m'a fascinée, parce que chaque œuvre parlait aux autres, on avait l'impression que ça pouvait être un seul artiste presque, mais aussi de l'ordre de l'environnement, de choses qui se défait, qui se reconstruit, l'importance de casser pour construire aussi, au sens un peu générique. Et donc c'est une sacrée super ambition de faire un opéra. Alors, il est évident aussi pour moi que ces questions de l'intime, enfin comment j'utilise ça, et comment cet intime est devenu une sorte de
de force dans l'espace public, de force politique, à travers l'exemple que tu donnes de Torres. Tout ça, ce sont des choses qui m'ont beaucoup accompagnée. Et tout ça, et tous ces gens que tu as cités, ce sont des artistes dont j'ai regardé le travail et qui m'ont accompagnée. Et après, il y a aussi beaucoup de textes. Et il y a, Dustan a été très important pour moi, ça c'est vrai, comme auteur, comme écrivain, comme personnalité politique aussi d'ailleurs. Donc toutes ces choses ne viennent pas par hasard en fait. C'est qu'on est précédé, et ça c'est ce que je trouve intéressant. Moi en tant qu'artiste, je me sens totalement accompagnée, précédée par d'autres œuvres, par d'autres écrits, et c'est de ça dont je me sers. D'ailleurs, dans les titres de mes pièces, il y a toujours des bouts de poèmes, des bouts de textes que je lis à un moment donné. Donc, même quand je regarde rétrospectivement, je me dis, ah oui, tiens, à telle période, je lisais Cathy Hacker, à telle période, j'ai lu Eileen Miles, à telle période, je lis... Bon. Donc ça, déjà, c'est très important, parce que, en fait, pour moi, l'originalité de cette idée ne m'appartient pas du tout. Il n'y en a pas, d'ailleurs. C'est plutôt un continuum. Et ensuite, je ne sais plus du tout ce que tu m'as demandé. Partir, pardon, parce que j'ai parlé trop. Non, c'est mais bien. l'idée d'avoir un projet ambitieux tel qu'un opéra, mais de partir de groupe, de quelque chose qui est signé en groupe. Donc comment le groupe s'est constitué, comment c'est devenu une nécessité, qu'on est dans des situations de groupe au sens quotidien. Alors déjà, c'est une nécessité dans mon propre travail, c'est-à-dire que si je ne faisais que ces films de danse, je serais dans une solitude extrême, seule dans les musées, au milieu de toutes ces œuvres, certes, qui me précèdent, qui m'accompagnent, mais voilà, qui ne me parlent pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça, c'est venu assez progressivement. Le désir aussi de faire des films avec donc, des équipes. Enfin, il y a ces vidéos, je suis totalement seule. C'est-à-dire que j'ai ma caméra, j'ai un pied, je prends comme ça, je cadre, et je suis vraiment seule. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout de musique. Enfin, vraiment, c'est presque monacal, on va dire. Hein. Oui. Et de l'autre côté, justement, c'est ce qui me donne envie d'être avec des gens, de travailler avec des gens, de travailler avec des équipes, mais aussi et surtout de constituer en fait et de plus en plus, j'ai envie que ça soit des sortes de collectifs. Et c'est venu aussi peut-être de l'importance que j'ai donnée à la pédagogie, sans trop m'en rendre compte, mais j'ai commencé un séminaire il y a 8 ans ou 9 ans, qui s'appelle « Enseigner comme des adolescents », et j'enseignais dans ma chambre d'hôtel. Donc là aussi, il y avait tout ce jeu sur le public-privé. Je pense que ça renvoie aussi beaucoup finalement à ce que font les vidéos, mais là, en l'occurrence, c'était aussi de constituer des groupes avec ces étudiantes et ces étudiants qui échappaient un peu à la visibilité de l'école, puisque les écoles aujourd'hui sont des institutions au même titre que les musées, les centres d'art, avec une programmation, avec une production d'images, de contenu et donc de visibilité. Et je questionnais ça, c'est-à-dire est-ce qu'une pédagogie doit être rendue visible ou est-ce que c'est un espace qui doit garder une certaine zone d'ombre et une certaine zone d'intimité? Qu'est-ce qu'on choisit de visibiliser ou pas? Donc la chambre d'hôtel fonctionnait un peu comme ça, et j'invitais des gens dans la chambre d'hôtel, on lisait dans la chambre d'hôtel, on y mangeait, on y discutait, voilà, c'était intéressant. Ça devenait une chose de vie, oui, pas uniquement. Complètement. Et c'était aussi montrer un endroit d'ailleurs qui est ambigu, qui est une chambre d'hôtel, c'est que c'est temporairement à nous, sans l'être. Donc ça m'intéressait de montrer à mes étudiants, encore une fois, mes conditions de travail. Quand j'allais dans la ville où j'enseignais, je reste dans cet endroit et je leur montre cet endroit. Ça fait partie, c'est comme montrer les photocopieuses dans les vidéos, c'est un peu pareil. Et petit à petit, j'ai eu l'occasion de développer différents projets avec ces différents groupes d'étudiants et d'étudiantes. Ce qui est intéressant avec les étudiantes et les étudiants, c'est qu'eux, ils s'en vont, mais nous, on reste. Enfin, si ça se passe bien, moi, je suis très contente là où je suis. Et donc, où d'ailleurs? J'enseigne à la Aide à Genève. Hello. Mais voilà, et on a développé différents projets, c'est-à-dire que souvent, pas souvent, mais on commence l'année plutôt autour de textes, c'est toujours lié à la littérature. Donc on a évidemment beaucoup lu Dustan, mais on a lu énormément d'autres auteurs. On s'est beaucoup posé la question, le sida était un enjeu central dans ce séminaire, donc encore une fois sur ces questions de public, privé et l'intimité. Et en fait, petit à petit, c'est vrai que on commence à travailler, on n'a pas d'objectif, on ne se dit pas on va faire un livre cette année, on va faire une expo, mais des fois je suis invitée quelque part et je me dis tiens là ce serait intéressant de faire ça avec le groupe. Et parfois c'est parce que ça me permet de déjouer l'ennui qui peut consister à faire une expo toute seule quelque part dans une petite ville ou à devoir affronter
une équipe de commissaires avec qui on s'entend moyennement. Enfin, des fois, c'est des moyens détournés. Et donc, c'est toujours un peu le hasard. Et on a 2-3 mois pour produire. Donc, on a fait des performances. On a fait une exposition au Consortium. On a fait une performance à Cabaret Voltaire à Zurich. On a fait un film à Marfa. Et c'est toujours, non, c'est des groupes changeants. Oui, c'est ça, parce que quand même, ça fait beaucoup. C'est des groupes changeants. Et c'est pour ça, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais quand même, ça reste le travail de Lily Reynaud-Dewar avec ses étudiants. Et j'essaye d'expérimenter aujourd'hui une autre chose qui serait qu'on co-signe vraiment tout ça et de produire une œuvre qui appartienne à tout le monde. C'est-à-dire qu'une des étudiantes ou étudiants de ce groupe peut décider dans 2 ans, 3 ans, il a une expo perso, elle a une expo perso, elle ne sait pas quoi montrer, elle peut montrer ce qu'on a fait ensemble. C'est un peu l'idée. À voir si ça va marcher, parce que ça, c'est très expérimental. Mais le groupe aussi permet, je pense, pour moi, c'est vraiment dans la dimension de transmission, en effet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrive à s'échanger, mettre en commun, et aussi, peut-être, il y a un... Enfin, dans cette dimension pédagogique, c'est très démago de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a une pédagogie fonctionne quand on reçoit aussi et quand on arrive à faire circuler un peu dans les 2 sens les questions de savoir et d'échange de savoir. Donc moi, j'avoue que, en tout cas aujourd'hui, je m'ennuie quand même pas mal pendant la crise du Covid, là. Et pouvoir continuer à enseigner, c'est fondamental. Et j'ai déplacé beaucoup de choses là-dessus ces derniers temps. Je me suis dit, je vais passer peut-être plus de temps à faire ça que mon propre travail, mais en même temps, c'est mon travail aussi. Bien sûr. Alors, du coup, c'est un opéra où tout a été écrit en groupe ou ce qui a... Alors non, l'Opéra de Venise, c'est-à-dire je l'ai fait en parallèle, c'est-à-dire qu'il y avait ce séminaire dans la chambre d'hôtel où on a beaucoup parlé d'abord des questions, de l'histoire de l'épidémie. Et ce qui nous a amené à ça d'ailleurs, c'est qu'on a parlé des protocoles de test de la PrEP, donc de cette forme de prévention qui est en fait un traitement. Je ne sais pas si je parle très bien de la PrEP là, mais en tout cas, qui permet en tout cas de ne pas être contaminé et qui était donc un changement de paradigme total par rapport au préservatif. Et au début, qui a posé beaucoup de questions, et pour les gens de ma génération, en effet, c'était quand même totalement changer notre façon de réfléchir à ça. J'ai proposé aux étudiants qu'on réfléchisse à ça, qu'est-ce que ça signifiait pour eux aussi, étant d'une autre génération, etc. Et donc on a lu beaucoup de textes, à la fois contemporains, donc au moment de tous ces protocoles autour de la PrEP, vers 2013-14. Oui. Et donc c'était une partie de mon cours, et puis je me suis replongée dans cette histoire du Stand Act Up, qui est une question aussi de prévention. Et j'ai commencé à écrire l'opéra, là, toute seule de mon côté, tout en continuant à donner ce cours. Et évidemment, les textes du cours ont beaucoup nourri le langage de l'opéra, mais c'est des chansons pop. Tu vois, quand on dit opéra, ça fait oulala, mais en fait, c'est un opéra pop avec une certaine simplicité quand même. Et la musique, c'est mon petit ami qui l'a fait. Je travaille toujours en famille avec ma mère, mes amis, mes étudiants. Et en fait, là, ce que j'ai proposé plutôt aux étudiantes et aux étudiants, c'est d'interpréter l'opéra. Donc, eux, les étudiants, le groupe d'étudiantes chantent Act Up. Et moi et mon petit ami, on chante Guillaume d'Ustan. Et par contre, ce que je leur ai proposé, c'est donc, on a enregistré en plus dans un studio, bon ça pour la blague, dans une ville qui s'appelle Gland. Donc bon, on trouvait que c'était quand même marrant. C'est en Suisse, non? Ouais, c'est en Suisse. Je me rappelle. En fait, on a enregistré. C'était assez beau. D'ailleurs, ça n'a pas pris très longtemps. Nicolas avait fait la musique. Donc on enregistre comme vraiment dans un studio, c'est-à-dire on a la musique dans les casques et voilà. Mais ensuite, je leur ai proposé de venir avec moi à Venise. Et dans la Biennale d'Oqui, le jour de l'ouverture, d'ailleurs, ce n'était pas un très bon choix stratégiquement pour avoir du public, mais on a choisi de rendre public notre séminaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, le séminaire invisible, secret dans la chambre d'hôtel, devient au contraire extrêmement public, puisque c'est au sein de la Biennale de Venise, dans la bibliothèque des Giardini. Et là, on lit et on boit comme d'habitude. D'ailleurs, boire dans une bibliothèque, c'est totalement sacrilège. Et donc on a ramené évidemment tous les textes de Douglas Cream, de Scott O'Hara, pas de Scott O'Hara, mince, je suis pas sûre de différentes personnes qui se sont exprimées là-dessus, sur l'épidémie. Et voilà, c'était aussi une manière de les emmener, parce que écrire à plusieurs, je crois que c'est très compliqué.
Non, mais je posais la question par rapport au projet que tu dis que tu es en train de Ah oui. faire. Donc, Oui. comme c'est en train et une année scolaire, il y a des contraintes énormes. Je me disais, bon, comment est-ce que quelque chose est écrit avant pour qu'il y ait Oui. un terrain de départ, disons. Enfin, il y a le terrain de départ de tout ce que tu as fait, mais... Alors, le et puis, quel est processus, le... c'est assez complexe. On a, comme d'habitude, on a commencé autour d'une œuvre littéraire qui est Petrolio, un livre que Pasolini écrivait Oui. au moment où il est mort, donc qui est inachevé, mais qui est quand même très complet. Je rajoute que tu as fait un travail autour de Oui. Pasolini de Ouais. longue date et que ça fait partie... Ouais, et que tu faisais une mise en action, je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est bien, avec toi, on doit inventer des mots. Merci. Alors oui, dans l'exposition de Pierre, enfin la triennale d'Okayama, là aussi, c'est montré un moment normalement secret, c'est-à-dire j'ai proposé de faire une performance qui est le tournage du film que je faisais à ce moment-là, que j'ai tourné pendant presque un an et dans lequel jouent d'ailleurs mes amis, des gens avec qui j'ai travaillé. Donc cette dimension biographique qu'il y a dans les vidéos, on la retrouve aussi à travers ce film, c'est-à-dire à travers les personnes qui viennent jouer le rôle de Pasolini et de son amant qui s'est accusé de son meurtre, Oui. Pino Pelozzi. Et donc tous ces gens en fait qui sont mes proches ou qui sont mes collaboratrices, mes collaborateurs, il y a même ma mère qui joue Pasolini, viennent les uns après les autres jouer ces scènes-là, qui sont donc les derniers jours ou les dernières heures de sa vie, donc une interview qu'il donne, un repas qu'il prend au restaurant. Et j'ai aussi choisi pour cette expo de Pierre Huyghe de rendre visible ce tournage. Donc pendant 3 jours, on tournait et le public pouvait assister à ce tournage. Et avec des amis à moi du Japon. Puisque un an avant, j'étais allée au Japon et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont restés très proches. Donc j'ai eu envie qu'à leur tour, ils jouent ça. Et donc on voit le chef opérateur, le preneur son, on me voit moi réajuster des choses. Enfin, je suis présente aussi en tant que réalisatrice du film. Et l'autre projet, donc avec les étudiants, on a commencé autour de Petrolio, qui est un livre extrêmement complexe, qui met en scène un personnage qui se dédouble, qui s'appelle Carlo, un ingénieur qui se dédouble. Son double devient une sorte d'érotomane. Et évidemment, c'est une sorte de fable aussi anticoloniale, puisque la question du pétrole, évidemment, est centrale dans la question coloniale. C'est un livre extrêmement complexe et aussi très accusateur, évidemment, de l'obsession de Pasolini, c'est-à-dire le consumérisme et le capitalisme comme force destructrice de la société et des rapports humains. Et puis, on est parti à Rome et on a emmené notre livre, on l'a lu un peu partout et on s'est rendu compte qu'on était dans les lieux qui sont précisément décrits dans le livre. Donc après, on s'est dit, on va faire un film qui sera des gens en train de lire. Et on va retourner à Rome au printemps. Et on n'a pas pu retourner à Rome au printemps, puisque voilà. Et on a commencé donc à écrire un scénario beaucoup plus complexe, en se voyant comme ça à travers des écrans. Ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il faut se voir en vrai. Et c'est comme ça que petit à petit, on a constitué un peu un scénario beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, une des façons qu'on a d'écrire ce scénario, c'est qu'on a posé une sorte de structure, mais ensuite on fait des improvisations, et les improvisations donnent ensuite quelque chose qui est écrit et qu'on refait là après avec une vraie équipe, etc. C'est une façon de travailler. On en a plein. Il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent, évidemment, mais c'est un projet un peu compliqué encore. Tu avais une idée de destination ou pas du tout? Pour montrer ce film? Oui. Alors, d'ailleurs, je travaille avec plusieurs... Ce qui est intéressant là, c'est vraiment... Je travaille avec plusieurs groupes d'étudiants. Les étudiants avec lesquels je travaille d'habitude en tant que professeur à Genève. Mais là, j'ai été invitée aussi à Montpellier à développer un projet avec les étudiantes là-bas et les étudiants. Et donc, en fait, c'est aussi une histoire de groupes tournants qui s'imitent, en fait, les uns les autres. C'est-à-dire tous ces groupes. Et ensuite, je vais travailler avec un groupe probablement à Bergen, puisque Saadane Afif m'invite à la Bergen Assembly. Et donc, après la Panacée à Montpellier. Donc, le film serait potentiellement montré dans tous ces différents espaces. Et à chaque fois, ça s'ajoute de nouveaux épisodes. C'est l'idée. Moi, la question de montrer le film m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire comment montrer des films, puisque le projet est aussi que ce soit un film très très long, parce que chaque épisode, mis bout à bout, c'est pas du tout sur le modèle d'une série télé, mais ça va faire un film peut-être de 10, 12 heures, et il y a évidemment des longueurs, c'est-à-dire qu'on voit des gens lire, il faut écouter les gens lire, ça peut pas durer... c'est pas des montages qui peuvent être très saccadés, c'est pas un film d'action à l'évidence, et on voit aussi tous ces gens finalement débattre et chercher des solutions politiques, esthétiques et être en désaccord. Donc il y en a qui veulent
faire un film, et ils pensent que la production d'un film, c'est un geste politique, et d'autres qui pensent qu'il faut faire des vraies actions de sabotage, de destruction. Et ces gens donc débattent là-dessus, et c'est aussi l'idée, c'est-à-dire de voir des groupes poser la question de la fonction de l'art, de la fonction de l'action politique violente, de la fonction du débat, de la fonction de la production aussi de textes, d'écriture, et voilà, ça marche là-dessus. Ben, de mon point de vue, en tout cas, déjà, la lenteur, c'est une chose politique, puisqu'on était dans une époque où c'était une question d'efficacité, de rapidité dans tous les sens. Le fait de ne pas être d'accord est une question démocratique et ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on voit que des gestes extrêmes. Enfin, la prise du Capitole, là, j'ai trouvé ça complètement dingue. C'est fou. Enfin, même pas pensable. Enfin, il y a des choses qui touchent au non pensable dans ce qu'on voit. Ou le coup d'État en Birmanie. Oui, tout à fait. Donc, il y a ces zones de menace où je comprends qu'avec... Et qui sont performatives aussi. Oui. Totalement. C'est-à-dire, ben là, il y a un texte de Preciado qui est sorti il y a quelques jours sur, disons, les stratégies performatives et les symboles, les codes esthétiques qui sont utilisés par ces militants d'extrême droite lors de la prise du Capitole, et aussi comment ils se réapproprient des stratégies littéralement de leurs ennemis, ou en tout cas de ce qu'ils voient comme des forces destructrices de la société, donc tous les mouvements trans, queer, féministes, antiracistes, etc., où ils recapturent aussi des symboles et des gestes et des codes qui sont monopolisés par ces communautés qu'ils voient comme le grand danger destructeur de la civilisation. Donc le texte de Preciado est super intéressant à ce titre. Et c'est aussi une chose, nous, qui nous préoccupe, et de toute façon, bah, dans tout le travail, je pense que j'essaye de faire, c'est quoi aussi, qu'est-ce que c'est que cet fameux activisme performatif qui est extrêmement dénigré aussi par beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ils voient ça comme de la fioriture politique ou quelque chose qui n'a pas d'efficacité politique. Et bon, moi je défends plutôt la position que, en fait, évidemment, je ne suis pas du tout supportrice, même encline à considérer avec bienveillance les signes qu'envoient les gens qui envahissent le Capitole. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont énormément mobilisées aujourd'hui. À quoi ressemble, puisque les images aussi circulent, etc. Donc à quoi tout ça ressemble et en effet, je pense pas que c'est une dimension qu'on peut négliger, en tout cas celle-là, et que son efficacité politique, elle est peut-être ailleurs, c'est-à-dire elle n'est pas dans le moment même de l'acte. Bon, en l'occurrence, pour eux, si, quand même, j'imagine. Quoi qu'ils sont ressortis. Pardon, je ris, mais c'est pas drôle du tout. Ils ont produit quand même pas mal de dégâts. Mais en tout cas, oui, l'esthétique d'un certain activisme performatif, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je n'ai pas encore résolu tout ça, évidemment. Alors, je vais peut-être parler avec toi aussi, quand même. J'ai beaucoup moins vu de sculpture dans ce que tu as fait, mais tu en as fait une. J'en ai fait. Pour moi, tu es beaucoup plus liée à l'image en mouvement, mais tu as fait ce projet à Montpellier, et je me dis, waouh, elle se transforme en sculpture dans la place publique. C'est toujours les mêmes articulations, finalement, oui. C'est-à-dire on m'invite à produire une sculpture dans l'espace public, en plus à un moment où, c'est vrai que là, j'ai plus tellement envie de produire des objets, je dois le dire. Oui. J'en ai fait beaucoup. C'est une phase, en tout cas, produire des films avec des gens ou mes films seuls m'intéresse plus en ce moment. Mais voilà, cette question de l'espace public, quand même, m'intrigue beaucoup. Et en plus, j'adore l'endroit qu'on me propose. C'est-à-dire que c'est une espèce de carrefour. C'est pas une place sans... Enfin, cette place n'a pas l'air du tout de vouloir recevoir une sculpture publique. Elle n'est pas du tout aménagée pour ça. En fait, c'est un endroit derrière la gare qui est un peu dans une sorte de phase transitoire, puisqu'il y a une nouvelle gare qui a été installée, ils ont refait un axe. Il y a des camions, il y a des motos pizza, il y a des tas de trucs un peu partout. C'est vraiment le bordel. Et je trouve ça super, déjà. Je suis très contente de l'invitation. Et je me dis, bah, au fond, qu'est-ce que j'ai envie de montrer ? C'est une femme, donc, qui est moi, assise dans la rue. Déjà, donc, qui n'est pas ce fameux piédestal, que la sculpture, finalement, ne raconte pas une histoire qui, en plus, la plupart du temps, elle est très problématique, cette histoire, et que ça ne soit pas un homme, évidemment, que ça ne soit pas un homme blanc, etc. Et je choisis donc de me montrer moi avec mon téléphone, parce que je pense que c'est aussi un objet contemporain qu'on a quand même très souvent dans la main, et de
et de m'asseoir par terre, au milieu de la place. Donc c'est pareil, c'est un peu incongru, c'est comme danser à poil dans un musée, c'est pas non plus totalement évident. Mais voilà, en fait, pour moi, c'était aussi interroger évidemment tous les codes de la sculpture publique et surtout de la statuaire, et de la statuaire avec une visée de production d'un récit historique, voilà, national, etc., et d'aller un peu à l'encontre de ça, et de montrer une situation aussi un peu intime, finalement, qui pourrait avoir lieu dans la rue. Ça peut arriver d'être assis pour chercher son chemin sur son téléphone. Ou... Voilà, c'était un peu l'idée. Et j'aimerais en faire d'autres, d'ailleurs, mais c'est compliqué parce que déjà, une sculpture assise par terre, elle est plus vulnérable aussi. Cette vulnérabilité, bon, je n'avais pas prévu qu'elle soit aussi vulnérable parce qu'elle a quand même perdu sa tête, cette sculpture. Elle a été agressée. Elle a été agressée. Et elle était peut-être un peu trop fragile. Ça, c'est aussi parce que je voulais justement aussi éviter le bronze. Donc, j'ai choisi l'aluminium. En fait, l'aluminium est très... Donc, c'est vrai que là, c'est pareil. J'expérimente des choses qui rencontrent leurs propres risques, on va dire, peut-être un peu trop loin. Mais c'était un peu toutes ces idées que j'essayais de mobiliser. Et encore une fois, un peu comme les vidéos de danse, après cette première sculpture, je me suis dit, mais au fond, ce qui m'intéresserait, c'est d'en faire peut-être de façon cyclique, peut-être tous les 6 mois ou tous les ans. Donc, elle raconte aussi une histoire à travers mes vêtements, change, peut-être la taille, la forme du téléphone, les cheveux, et puis les rides, enfin bon, tout ça. Donc, l'idée de ces sculptures, c'est en effet de les faire pendant une certaine durée, comme les vidéos de danse, et que ça raconte une histoire par de simples détails sociologiques, de mode, d'objets, voilà. Il me semble que tu as aussi fait un travail à l'égard de certaines communautés où tu as petit à petit pénétré. C'est une chose quand même pas fréquente. Enfin, je connais pas beaucoup. Enfin, je pense avec les dents et tout le... les grilles. Oui. En fait, cette question des communautés, elle est assez complexe. Et d'ailleurs, je pense que moi-même, ça fait vraiment partie des œuvres qui m'ont transformée dans leur processus. L'histoire donc l'œuvre dont tu parles, hein, c'est Teeth, Gums, Dents, Gencives, Machines, Future Société, et qui aussi a une histoire d'ailleurs très lente, hein, c'est-à-dire que je ne sais plus trop en quelle année, mais avant 2010, on va dire, vers 2008 ou 2009, je ne sais pas quoi, je pars invitée en résidence par une commissaire qui s'appelle Céline Kopp à Memphis. Et je reste là-bas quelques semaines sans que... c'était intéressant parce qu'elle invitait des gens en résidence sans qu'une exposition ne soit prévue. C'était plutôt une publication qui ferait état de nos recherches et de notre rencontre avec cette ville qui est une ville dont l'histoire est... lourde. Voilà, puisque c'est la ville qui a vu cette grève des éboueurs se transformer en un vaste espace de lutte et aussi de reformulation, en tout cas, de la question aussi antiraciste et anticoloniale, mise à l'épreuve aussi du capitalisme, donc ces choses étant évidemment totalement imbriquées, et qui a vu donc Martin Luther King venir en soutien à la grève, être assassiné là-bas. Donc, et aussi, bon, après, c'est une ville avec une histoire musicale et tout ça. Et à l'époque, je lis donc Donna Haraway aussi en même temps. Donc je suis dans Memphis et je lis Donna Haraway, le manifeste Cyborg, qui me marque énormément. Et je réfléchis à une performance et je rencontre aussi beaucoup le rap, en fait, qui d'ailleurs est une des productions, des types de productions musicales qui est la plus négligée, c'est-à-dire Memphis parle toujours de Elvis Presley, des studios Stax, Sun, etc. Et le rap, en fait, que je trouve là-bas, qui est produit, donc ça s'appelle du Dirty South, bon, il y a d'autres appellations, je le trouve fascinant et très intéressant dans sa production, et notamment dans l'utilisation des machines, mais aussi de samples. Enfin, c'est une musique un peu effrayante, qui utilise des samples de musique de films d'horreur, etc. Et donc, je m'intéresse aussi aux rappeurs et je constate qu'ils portent ces bijoux pour les dents, les grills. Et évidemment, je fais l'association entre le corps du cyborg, qu'on imagine toujours un peu métallique, et ces grills. Et j'imagine une performance où quelqu'un déclame le manifeste cyborg tout en portant des grills. Et puis, les finalement, grills, c'est des dents, voilà, donc c'est des bijoux en métal qui peuvent être en or ou en argent, mais plus souvent en or quand même, qu'on pose sur les dents. Et puis finalement, je ne peux pas faire cette performance. Donc je l'écris et j'y pense beaucoup, mais elle n'a pas lieu. Et plusieurs années après, longtemps après, presque 10 ans après, je suis invitée à
Kunverein Hambourg à faire une expo. Et je me dis, mais tiens, et c'est un bâtiment qui est assez beau puisqu'il donne sur toute la ville. Et je me dis, je voudrais faire, encore une fois, un peu un truc de contraste, quelque chose qui soit absolument pas du site spécifique et parler d'une autre ville dans une ville, mais qu'on puisse voir le paysage de Hambourg tout en regardant un film ou une exposition sur cette autre ville de Memphis. Et là, je fais finalement, 10 ans plus tard, un peu ce projet. Mais là où je suis mise à l'épreuve de mon propre projet, c'est que tout d'un coup, je suis la femme blanche qui arrive dans une ville dont les communautés noires ont été marquées à la fois par la violence, par toute cette histoire extrêmement complexe, et en plus qui s'intéresse au rap. Donc bon, c'est assez lourd. Et finalement, donc, c'est plus une performance d'ailleurs que je veux faire, c'est un film. Et je m'adresse plutôt, je me dis, je vais prendre un axe un peu différent, c'est-à-dire au lieu de travailler avec des rappeurs, je vais travailler avec des gens qui font du stand-up comédie et qui vont aussi mettre un peu à distance peut-être toutes les incompréhensions que moi-même je représente en tant que signe de cette femme artiste européenne blanche, mais aussi dans le processus. Donc, en fait, ces 4 acteurs posent des questions dans le film. En fait, je montre vraiment la manière dont ils me questionnent et dont ils remettent en question mon propre projet. Et donc, ça marche évidemment plus ou moins bien parce que je pense que c'est un film qui dure 35 minutes, avec beaucoup de gens, encore une fois, qui parlent et qui questionnent la validité de ce projet, c'est-à-dire aussi qu'est-ce que ça veut dire d'associer le texte du Manifeste Cyborg à l'histoire de cette ville, pourquoi venir dans cette ville, parce qu'au fond, le problème que beaucoup de gens ont d'habitants de Memphis avec l'histoire de Memphis, c'est qu'elle est très lourde et ça devient presque une forme de tourisme. Tu viens voir la ville où Martin Luther King est assassiné. Donc c'est assez complexe et c'est ce que j'ai aimé évidemment dans ce projet, qui a aussi d'ailleurs plusieurs occurrences, c'est-à-dire qu'il y a le film, tout ce travail de discussion et de remise en question permanente par les protagonistes du film. Donc moi je suis jamais là mais on m'entend leur poser des questions, j'ai ma voix très énervante là qui revient tout le temps. Et ensuite il y a une performance qui a été déclinée dans divers lieux, au Théâtre des Amandiers, mais aussi dans les lieux d'expo, le film est montré. Donc il ramène aussi... tous ces acteurs viennent à leur tour en Europe. Enfin, il y a toute une circulation comme ça, en fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est un projet qui se déploie sur un an et demi, et qui m'a aussi beaucoup remise en question. C'est-à-dire, d'abord, c'est une communauté, mais en même temps, c'est pas vraiment une communauté. C'est-à-dire, c'est des acteurs de stand-up qui eux-mêmes, il y a des blancs, il y a des noirs, donc qui évoluent dans des communautés qui ne se rejoignent pas vraiment. À travers ce film, oui, un peu, et à travers le stand-up comédie, un peu. Enfin, c'est très complexe, en fait, les relations que moi-même, j'ai pu tisser avec eux. Et l'un d'entre eux reste un ami, il est venu à Grenoble faire une performance dans mon atelier. Enfin, voilà. Mais après, il y a aussi des choses qui se délitent, c'est-à-dire ce groupe a été constitué pour ce film, et au fond, chacun ensuite repart de son côté. Non, il y a 2 choses qui m'impressionnent dans ce projet que j'ai encore en mémoire, en fait. C'est le rapport au corps. J'insiste d'une autre façon, comment le corps peut devenir un tout autre signe. C'est là où je pense aussi à transformation, pour citer Paul, mais comment un corps peut se transformer hors règle, disons, et c'était un peu la question, je trouve. Et le fait d'être nourri d'une chose tout à fait au départ étrangère, et que c'est pas très fréquent des personnes capables de... c'est beaucoup remis en question, hein. Je pense que en tout cas, bon, aux États-Unis, quand j'ai dit à des amis de New York que j'allais à Memphis faire un film là-dessus, que tu étais folle. Elle est folle. Oui. Bon. Et c'est pas évident de toute façon à faire. Et je sais pas si avec ce film, le but c'est jamais de répondre à des questions évidemment, mais c'est d'être dans des processus qui remettent justement en question peut-être ce que le privilège de l'artiste lui permet de faire, peut-être, ou de le fragiliser, le rendre plus vulnérable. Et à cet égard, ce qui m'intéressait beaucoup aussi avec les grilles, c'est pas que le grill, mais c'est la bouche. C'est-à-dire c'est un endroit d'une intimité dingue, qui en plus est à la frontière du visible et du non-visible. C'est-à-dire on voit les dents, on voit un peu la langue, je ne vais pas vous la montrer, mais en même temps c'est un endroit qu'on peut dissimuler, qu'on peut cacher, qui est à la frontière entre l'intérieur du corps et une extériorité aussi qui est évidemment un signe social. La dentition, c'est quand même, et à fortiori aux États-Unis, quand je vais là-bas, je me dis, mais comment font-ils pour avoir des dents aussi grandes et aussi blanches? Donc ça m'impressionne. Et puis il y a aussi une autre chose, mais même plus au niveau, c'est-à-dire que les dents sont attachées au squelette.
c'est un bout du squelette qui reste. dépasse. Hein, c'est étrange. Donc toutes ces choses-là, elles étaient assez importantes, mais évidemment, ce n'est pas vraiment adressé dans le film, même si avec les performeurs, on en parle un peu. Et ce qui émergeait le plus, c'est-à-dire ce qu'on a choisi ensuite au montage, c'était évidemment les questions plus politiques que la question de l'intimité de la bouche, parce que finalement, que dire de ça? Mais c'est vrai que c'est encore une fois un espace frontière, encore une fois public, privé, qu'on peut cacher, qu'on peut rendre visible. Donc ça m'intéressait aussi pour ça. Et le grill, évidemment, cache des choses, et voilà. Cache et montre, il y a Ouais, les deux. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Enfin, c'est un signe de, voilà, de pouvoir, tu mets de l'argent dans ta bouche, quoi. Enfin, quelque part, il y a ça. Parce que c'est en or, il y a tout ce rapport au poids des choses, dans Bien tous les sûr. sens du terme. Et le rap est aussi, enfin, il y a une esthétique, il y a une performativité, non seulement évidemment dans les textes, dans la manière dont la musique est produite. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, mais aussi évidemment dans la façon de se présenter, de produire, au fond, vraiment des personnages. Donc ça, évidemment, ça joue.